Bienvenue donc dans la séance 5, l'art du sensationnel, toujours par rapport à la séquence sur Marco Polo bien sûr. Donc séance 5, j'ai un doute, allez, c'est peut-être celle-ci. Voilà, l'art du sensationnel. Alors, je prends la lecture du texte avec vous et surtout de la fiche pour ceux qui l'impriment. Donc j'étudie des descriptions détaillées et enthousiastes pour m'en inspirer puisque vous allez devoir faire un petit travail d'écriture de nouveau. Vous pouvez cocher, bien sûr, lire, voire transversal, puisqu'on va quand même travailler un petit peu aussi sur les enluminures. Alors, un premier texte, attention, qui n'est pas issu de Marco Polo, mais qui est un texte explicatif. Les villes européennes au Moyen-Âge. La croissance des villes était en général désordonnée. Les rues étaient étroites, sales, non pavées. L'urbanisme existait à peine malgré certains efforts, comme ceux de Philippe Auguste à Paris. Surtout comme la plupart des maisons, sauf les églises, quelques bâtiments publics et les maisons les plus riches, étaient en bois, on vivait à la merci d'un terrible risque, les incendies. Vous avez une question, il faut bien sûr y répondre, j'y reviendrai ensuite. La ville de Taïdou, on nous précise que c'est une ville en Chine, d'accord? Alors il doit y avoir, je crois aussi à un endroit ou à un autre, quelques petites coquilles. Et je vous dis encore que toute la ville est tracée au cordeau. Les rues principales sont droites comme un i, d'un bout à l'autre de la ville, et si larges et si droites que celui qui monte sur le mur a une porte, il voit à l'autre bout la porte de l'autre côté. Et elles sont ainsi faites que chaque porte se voit de l'autre. Partout, le long des principales rues, il y a échoppes et étalages de toute nature, maints beaux palais et belles auberges et maintes belles maisons. Tous les terrains où ils sont bâtis sont carrés et tracés au cordeau dans toute la ville, et sur chaque terrain sont de spacieux palais avec cour et jardin. De telles pièces de terre sont données à chaque chef de famille, c'est dire qu'un tel, de tel clan aura tel lot, et tel autre aura cet autre, et ainsi de main en main. Autour de chaque lot carré sont de bonnes rues par où l'on passe. Ainsi est tout le dedans de la ville distribué par carrés comme un échiquier. Vous avez donc là encore des questions à faire. Quand il est question de relever, je vous rappelle que vous pouvez fluoter directement dans le texte. Et je reviendrai sur la correction ensuite. Donc là, on est bien sur un texte, par contre, issu du livre des merveilles. Pareil sur le verso de votre feuille, si vous l'avez imprimé. Un autre extrait. C'est le plus vaste et merveilleux palais qui fut jamais vu. Il n'a point d'étage, mais le carrelage est à peu près à 10 pieds au-dessus du sol. Le toit est extrêmement élevé. Tout autour est un mur de marbre qui soutient une terrasse au niveau du carrelage. Il est large de 2 pas et le palais est disposé de telle sorte que cette terrasse, autour, fait comme une promenade où l'on peut aller et venir et où les hommes peuvent voir de l'extérieur. Et sur les bords est une très belle balustrade à colonnes sur laquelle on peut s'appuyer. Les murs des salles, des chambres, sont tous couverts, à l'intérieur, d'argent et d'or, et sont représentés en ciselures très fines des lions et des dragons, des bêtes et des oiseaux, de jolies histoires de dames et de chevaliers et bien d'autres sortes de belles choses et d'histoires de guerre. Le toit, lui aussi, est fait de telle sorte qu'on n'y voit rien qu'argent et or et que peinture. Sur chaque face du palais est un grand escalier de marbre qui va du sol au haut de ce mur de marbre qui entoure le palais, et c'est par ces marches qu'on y monte. La grande salle est si large et si vaste que plus de 6000 hommes y pourraient bien en même temps manger. Il y a 400 chambres et c'est un tel nombre qu'on s'émerveille de voir. Là encore quelques questions, d'accord? Faites bien attention à bien lire toutes les questions avant de répondre à la première en répondant aussi à la deuxième par exemple. Puis vous avez les consignes d'écriture. D'accord? Donc lisez-les bien en détail. Vous choisissez une photographie ou un dessin d'un édifice contemporain qui s'apparenterait pour toi à une merveille. Il faut donc le décrire à la manière de Marco Polo. Okay, vous pouvez prendre justement un monument par exemple. On prend régulièrement la tour Eiffel. Vous pouvez peut-être essayer de varier. Il y en a plein d'autres sur la planète Terre. Parce que ton lecteur aime le suspense, ne mentionne le nom du lieu qu'à la toute fin, afin de lui laisser du temps pour deviner. En l'occurrence, c'est moi qui devrais, avec votre superbe description, pouvoir deviner ce dont vous me parlez. Okay? Essayez donc de faire, si vous voulez, une sorte de devinette. Vous devez décrire l'édifice de façon organisée, comme les textes que vous venez de lire et auxquels vous avez répondu. Vous devez rédiger au présent de l'indicatif. Vous devez traduire l'enthousiasme et l'émerveillement du journaliste. Ça fait quand même plusieurs fois maintenant
qu'on parle, encore une fois, de ce qu'on a déjà étudié ensemble, c'est-à-dire les superlatifs et les comparatifs. Profitez-en. Pour éviter les répétitions et pour garder du suspense, utilisez une figure de style qu'on a déjà vue ensemble, la périphrase. La périphrase, ça vous permet de désigner autrement. Par exemple, si je vous parle de Louis XIV, plutôt que de répéter toujours Louis XIV, Louis XIV, je peux parler du roi Soleil, ou alors du plus grand monarque de France. Et en mettant le plus grand, j'utilise d'ailleurs un superlatif de supériorité. N'oubliez pas de donner un titre, ça se donne plutôt à la fin, une fois que vous avez écrit. Votre titre laisse du suspense également. Je vous rappelle que tout ça, j'ai déjà expliqué comment faire pour le mettre sur la plateforme de dépôt. Donc regardez de nouveau dans la séance 1 la petite vidéo qui vous explique comment faire. Faites une pause si vous n'avez toujours pas répondu aux questions, puisqu'on va passer à la correction. Alors, dans le texte que nous avons lu ensemble tout de suite, on cherche ce qui caractérise l'organisation et les matériaux de construction des villes européennes du Moyen-Âge. C'est quand même écrit très clairement. L'organisation, c'était qu'elles sont quand même sales, étroites, non pavées. Okay, et qu'elles sont construites principalement en bois. Donc, bien sûr, quant aux matériaux et aux villes croisées par Marco Polo, qu'est-ce qu'on peut imaginer en comparaison? Vous avez lu les autres textes d'ailleurs qui viennent ensuite peut-être déjà. Donc ça veut bien dire que Marco Polo va nous montrer des villes qui ne sont pas du tout sur ce modèle-là. Ça c'est peut-être une ville asiatique qui ne ressemble en rien au modèle qu'on a par chez nous. Okay, alors, texte 2, vous devez chercher tout le vocabulaire de la géométrie. On va peut-être en oublier un ou deux, mais c'est pas grave. Donc le mot cordeau, puisqu'on dit que c'est de façon rectiligne. Vous avez droite comme un i. Vous pouvez parler des bouts. Vous pouvez parler de ce qui est large et de ce qui est droit. Vous avez de nouveau le mot bout. Vous avez le mot long éventuellement ici. Vous avez l'idée de carré et tracé au cordeau. L'idée de terrain si on veut. Pourquoi pas. L'idée de spacieux si on veut. Mais là vous êtes un peu moins dans la géométrie. Et je crois qu'on a quand même encore le mot carré. Le plan de la ville est très clairement comparé. Je vous rappelle une comparaison, on cherche justement l'outil de comparaison comme, pareil, A, semblable à. La voici, comme un échiquier. Pourquoi utiliser la comparaison avec un échiquier? Puisque vous voyez bien à quoi ça ressemble avec l'alternance de cases blanches et noires. Eh bien, vous avez ici l'impression d'avoir quelque chose avec des maisons tellement bien rangées les unes par rapport aux autres qu'on peut s'y déplacer aussi facilement. Il me dit bien les rues sont d'ailleurs ordonnées et sécurisées. En quoi ce plan contraste-t-il avec celui des villes européennes? On vient de dire qu'elles étaient sales, étroites et non pavées. Rien à voir avec toutes ces idées de largeur, de longueur, de voir d'un bout à l'autre. Okay, donc déjà au niveau de l'organisation de la ville, nos villes européennes ne sont absolument pas semblables à la ville asiatique, aux villes, oui c'est ça, aux villes marchandes dont vient Marco Polo, Venise, etc. Il trouve quelque chose de très différent en voyageant. Alors, ici, comment s'organise la description? Eh bien, ça va être partie par partie en fait. Dans un premier temps, vous commencez ici le plus vaste et merveilleux palais qui fut jamais vu par une impression d'ensemble, puisque vous avez besoin ici avec ces mots-là, ça montre bien que vous avez une vue d'ensemble pour être capable de dire qu'il est à la fois vaste et merveilleux. On le voit en entier ce palais. Okay, alors qu'après, vous allez justement vous orienter sur quelque chose qui est légèrement différent. Puisqu'on vous dit qu'il n'y a point d'étage, le carrelage est à peu près à 10 pieds au-dessus du sol, le toit est extrêmement élevé, on vous parle d'un mur de marbre, etc., etc. Donc tout ça, ensuite, ça s'attache aux détails. Okay, on a presque l'impression de commencer par, on va dire, les extérieurs, ce qu'on aperçoit. Puis ensuite, vous allez vous approcher et petit à petit, justement, voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous passez du détail général à l'intérieur. Vous passez également du haut vers le bas, puisqu'on parle du carrelage et que petit à petit, on va arriver à la balustrade jusqu'au toit. Okay, donc vous avez bien cette impression, effectivement, si vous mettiez une caméra, si vous regardiez avec vos propres yeux,
de regarder d'abord dans l'ensemble, ce qui est au tout début, et après de regarder partie par partie, comme si vous vous baladiez à l'intérieur du palais pour observer chacun de ces détails, et justement en arriver enfin au lieu dans lequel vivent et se retrouvent peut-être l'ensemble des gens. D'accord ? Quels sont les matériaux qui rendent le palais merveilleux ? On a parlé donc d'argent, d'or, de marbre, de carrelage, les colonnes qu'on peut donc imaginer bien sûr en pierre ou en marbre, par exemple. Okay. Vous avez ensuite, quel est le sentiment de Marco Polo, par quel mot et expression l'exprime-t-il? C'est ce que vous devez utiliser pour la rédaction de votre article. Après, c'est encore une fois toujours les superlatifs. Okay. Le plus vaste. Vous avez également extrêmement, adverbe d'intensité justement très forte. Vous avez le mot très, encore adverbe d'intensité. Vous avez ensuite le trait, encore une fois ici. Vous avez, voilà, également d'autres, il me semble. On ne voit que. Vous avez ici la restriction. Vous avez le si, bien sûr, ici. Si large, si vaste, adverbe d'intensité. Plus de 6000 hommes, vous êtes donc bien sûr justement l'intensité forte. Un tel nombre considéré devant. Donc en tout cas, la réponse à la question 3, c'est bien encore une fois les superlatifs qui vont marquer le sentiment d'admiration. On a déjà parlé de ce sentiment-là. Par l'observation, Marco Polo n'est absolument pas neutre, il marque toute son admiration pour ceux qui l'observent. Ok ? Bien, alors ce qui m'intéresse quand même, puisqu'on en a déjà parlé, ce sont les enluminures. Donc ça, c'est bien l'enluminure que l'on peut trouver sur le site de la BNF que vous êtes normalement déjà allé voir. Regardez comment est dessiné le palais décrit par Marco Polo. Est-ce que ça ressemble à ce qu'il a dit? Oui, par certains aspects. Les peintures mentionnées, les voici. Il vous parle pourtant d'un couloir où on pourrait se balader. On ne le voit pas. Les hommes qui sont représentés ici semblent aussi grands que la muraille, donc ça ne protège rien dans ce cas. Donc ça veut dire que le dessin est bien un dessin d'agrément, mais ça n'est absolument pas un dessin documentaire. D'accord ? Il n'est pas réaliste. Je vous rappelle que les moines qui dessinaient à cette époque, les enlumineurs, n'avaient jamais voyagé, donc ils ne dessinaient que d'après ce qu'ils lisaient ou entendaient. Okay ? Ça ressemble plus quand même à un château de type moyenâgeux d'Europe. Ça ressemble plus, on le reverra plus tard, à des accoutrements médiévaux d'Europe. Je ne suis pas sûre que les Asiatiques étaient des blonds à barbe. Okay ? Donc ça sera vu de nouveau dans une autre séance. Mais faites bien attention aux enluminures qui peuplent chacune de nos séances. Merci.